Vous savez quel est l'un des points communs entre ces quatre trains? Eh bien, ils sont tous les quatre liés par une rame, la Z20500. Vous ne me croyez pas? La première, la MI2N, utilise des composants électriques similaires aux Z20500. La seconde, la Z23500, a été l'un des premiers trains à utiliser la technologie IGBT. Vous savez pas c'est quoi l'IGBT? En gros, c'est un composant électronique permettant de contrôler ou d'amplifier les tensions et des courants électriques. C'est littéralement l'un des composants actifs les plus importants dans un circuit électronique. Et vous devez sûrement penser que cette nouvelle technologie, destinée à la Z23500, a dû être testée sur une Z23500. Eh bien, pas du tout, elle a été testée sur une Z20500. Si ces deux trains ne vous disent rien, c'est normal, ils ne sont pas français. Et si en les regardant de plus près, vous avez l'impression de voir des traits de Z20500, c'est normal, ce sont littéralement des dérivés de Z20500. Bien le bonjour et bienvenue, c'est Pixor qui vous parle, et aujourd'hui on s'intéresse à l'une des familles de trains, sans doute la plus appréciée par les jeunes ferrovipates, et la plus détestée par les voyageurs, les Z2N. Notre histoire commence au début du XXe siècle, à l'époque où les trains impériaux circulaient encore sur certaines lignes en France. L'étage supérieur, ouvert, offrait une vue panoramique sur les paysages, mais sa conception rudimentaire exposait les voyageurs à des accidents parfois mortels. L'un des lieux les plus périlleux était le pont Marcadet à Paris, dont le tablier bas et les piliers rapprochés causaient de fréquentes tragédies. Plusieurs passagers, penchés pour mieux admirer la vue, ou juste tentant de changer de voiture, heurtèrent violemment la structure et perdirent la vie sur le coup, malgré la présence de nombreux panneaux indiquant ne pas se pencher. Devant la répétition de ces drames, le ministre des Travaux publics, M. Gauthier, exigea dès janvier 1906 la suppression des voitures à impériales ouvertes. Mais il fallut encore 25 ans pour les voir disparaître complètement. Pendant ce temps, la densité croissante du trafic en région parisienne imposait de nouveaux défis. Il fallait transporter davantage de voyageurs sans rallonger la longueur des trains, car les quais comme à Paris-Saint-Lazare ne permettaient pas une extension démesurée. C'est dans ces circonstances qu'en 1930, l'administration des chemins de fer de l'État conçut alors des voitures à 2 étages. D'une longueur de plus de 23 mètres, il pouvait accueillir dans sa composition à 8 voitures plus de 2000 passagers, grâce à une organisation en 3 niveaux. Un niveau supérieur accessible par des escaliers centraux, un niveau intermédiaire à hauteur de quai et un niveau inférieur. Exploitée principalement sur les lignes de banlieue parisienne, reliant notamment Paris-Saint-Lazare à Mantes, elle restait compatible avec les locomotives de l'époque, comme les 3-141 TC et les BB 17000. Cependant, à partir des années 1950, l'essor des zones pavillonnaires et des grands ensembles entraîna une explosion dans la fréquentation, poussant la SNCF à lancer une nouvelle génération de voitures à 2 niveaux pour les banlieues, les VB2N. Ces rames s'inspiraient des principes des voitures à 2 étages des années 30, tout en intégrant des technologies modernes. Vers la fin des années 70, la transversale rive gauche, la future ligne C du RER, atteignait elle aussi ses limites. Comme l'allongement des quais était impossible, la SNCF envisagea de concevoir des automotrices bicourants à 2 niveaux, inspirées des VB2N, mais encadrées par 2 motrices à un seul niveau. À l'époque, en raison de la taille imposante des équipements, il n'était pas envisageable de créer une motrice à 2 étages. Ce projet sera nommé ZTRG. Ce qui est intéressant dans ce croquis, c'est qu'il présente déjà des caractéristiques que l'on retrouvera plus tard sur les Z2N, notamment la disposition des équipements électriques, comme le CVS et le bloc moteur. On y retrouve également une configuration de siège en 3+2, 4 portes par voiture, et tout à droite, un couloir menant au bloc moteur. On remarque également certaines inspirations issues des Mi79 et des Z6400, développées au milieu des années 70. À cette époque, les transformateurs étaient très souvent montés à plat sous les motrices. Cependant, lorsque les ingénieurs du projet ZTRG commencèrent à envisager l'emploi de transformateurs verticaux, plus compacts, à l'image de ceux utilisés sur le TGV Sud-Est, ils mirent en évidence que, en réorganisant l'implantation des équipements, il devenait techniquement possible d'intégrer de tels dispositifs dans des motrices à 2 niveaux. Toutefois, la technologie n'était pas encore suffisamment mature pour concevoir immédiatement un matériel bicourant fiable à 2 niveaux. Il fut donc décidé de d'abord lancer une version monocourant en 1500 volts continu, afin de moderniser rapidement la banlieue parisienne, avant de développer une version bicourant dès que possible. Le 11 mars 1980, un marché fut signé avec l'ANF Industrie pour la production de ces Z2N. Officiellement désigné, les premiers exemplaires de Z5600, livrés à titre d'essai, furent rigoureusement testés afin de vérifier qu'elles pouvaient circuler sans encombre sur des lignes conçues à l'origine pour des trains à un seul niveau. Dès 1982, la SNCF lança la production en série de ces nouvelles Z5600 et reçut les remorques avant même que les motrices ne soient prêtes. Ne souhaitant pas laisser ce matériel inutilisé, elle mit alors en service ses remorques tractées par des BB 8500 sur la liaison Paris-Melun via Comble-la-Ville-Quincy. Les premières Z5600 complètes entrèrent en service à la fin de l'année 1984 sur le réseau Paris-Sud-Est. Entre 1984 et 86, 16 rames à 5 caisses furent déployées sur la ligne R, libérant ainsi de précieuses Z5300 pour renforcer le RERC. De 1986 à 90, 36 rames supplémentaires spécialement adaptées au RERC arrivèrent et furent progressivement mises en service aux heures de pointe pour remplacer les Z5300 sur les dessertes principales. En 90, pour faire face à l'augmentation de la fréquentation, les 16 rames de la ligne R, jusqu'à là limitées à 5 caisses, passèrent à 6 grâce à l'ajout de nouvelles remorques. Entre 1994 et 97, leur esthétique évolua. La face des motrices fut légèrement repeinte pour mieux s'harmoniser avec l'apparence plus récente des Z20500.
Au début des années 2000, le RERC dut faire face au vieillissement des Z5300 en service depuis les années 60. Leur remplacement par les Z5600 se heurta toutefois à un problème d'alimentation électrique sur le tronçon Massy-Versailles-Chantier, insuffisamment dimensionné et incapable de soutenir des Z2N en unités multiples sans provoquer de disjonction. Pour contourner cette contrainte, la SNCF lança entre 2001 et 2003 l'opération Evolis, visant à allonger certaines Z5600 de 4 voitures à 6 voitures, par l'ajout de VB2N. Cette nouvelle formation préservait la capacité des anciennes UM Z5300 tout en limitant le nombre de motrices. Les rames Evolis, identifiées par la lettre T, comportaient ainsi 4 voitures de type Z5600 et 2 de type VB2N, tandis que celles à 6 caisses sur les lignes D et R, conservant la lettre C, demeuraient entièrement constituées de voitures de type Z5600. Lorsque l'alimentation électrique de Massy-Versailles-Chantier fut renforcée, certaines rames Evolis retrouvèrent leur configuration d'origine avec 4 voitures. Sur les 20 rames Evolis, 6 retrouvèrent leur format d'origine, tandis que les autres conservèrent leur capacité accrue au prix d'une performance légèrement réduite. Sur la ligne R, les Z5600 rencontrèrent des problématiques similaires, mais cela était compensé par le fait que ces trains effectuaient peu d'arrêts sur de longues distances. Elles pouvaient aussi occasionnellement circuler sur la ligne D. Toutefois, étant uniquement alimentées en 1500 volts continus, elles ne pouvaient pas desservir la partie nord de la ligne D, électrifiée en 25 000 volts alternatifs, ce qui les cantonnait aux missions dérogatoires sur la branche sud de Melun via Comble-la-Ville. Fin 2019 marqua un tournant pour les Z5600 des lignes D et R. L'arrivée des Régio 2N annonça leur retrait. Dès septembre 2020, elles disparurent officiellement de la ligne D, certaines étant remisées au triage du Mans et ponctuellement utilisées en renfort à la liaison TER Paris-La Roche-Migène. D'autres, comme la rame 16C, furent radiées le 15 janvier 2020, et pour les rames 8C et 10C, là franchement c'est mystère et boule de gomme. J'ai fait des recherches pour essayer de comprendre pourquoi elles ont été radiées, etc. J'ai rien trouvé. Même leur date de radiation est inconnue. Ces rames ont juste despawn de la map en fait. Tout au long de leur carrière, les Z5600 assurèrent des missions sur différents axes du RER et du TER, desservant aussi bien la banlieue parisienne que les liaisons régionales. On les a ainsi vus sur les lignes C, D, R et V du réseau transilien, puis au début des années 2000, sur des dessertes TER comme Paris-Dijon ou Paris-La Roche-Migène, certaines rames à 4 voitures étaient même prêtées chaque été pour effectuer des liaisons Avignon-Cerbère. En 2008, la SNCF lance un vaste programme de rénovation pour moderniser les Z5600. Les travaux portent d'abord sur l'intérieur. Les sièges en Sky sont remplacés par des modèles anti-lacération, jugés moins confortables par certains voyageurs, les strapontins sont supprimés et la distinction entre la première et la seconde classe disparaît. Les rames se dotent aussi d'un nouveau système d'info-voyageurs, de caméras de surveillance et d'une nouvelle livrée Transilien. Toutefois, l'absence de climatisation fait l'objet de critiques, d'autant plus que d'autres matériels rénovés en ont bénéficié. Pendant cette même période, pour fêter les 30 ans du RERC, la région d'Île-de-France et la SNCF, sous l'impulsion de Jean-Paul Huchon, organisent une consultation publique pour choisir le futur aménagement intérieur post-transilien. 3 propositions sont soumises au vote. Variation qui mise sur des couleurs dynamiques et éclatantes, végétale centrée sur un motif de lierre pour créer une ambiance naturelle, et horizon qui privilégie une atmosphère élégante avec des effets de rayures aléatoires et avec un éclairage rosé censé égayer l'étage supérieur, je pense. D'ailleurs, c'est ce dernier qui remportera le vote. À l'été 2009, la première 5600 rénovée, la rame 2C sort des ateliers en livret transilien. Le programme s'achève en septembre 2012 avec la mise en service de la défunte rame 16C. Un mois plus tard, la SNCF déploie la livrée Carmillion sur les Z5600 du RERC, directement inspirée de celle adoptée des rames Z50000. Cette évolution s'accompagne de l'aménagement intérieur horizon, mais sans l'éclairage rosé. Les rames modernisées se démarquent alors nettement de celles en service sur les lignes D et R, qui conservent leur livret transilien. Pour les rames à 4 voitures, la 27C est la première à recevoir la livrée Carmillion, tandis que la 26C sera la dernière à être rénovée. Pour les rames Evolis, c'est la 32T qui ouvre la marche, suivie en dernier par la 52T. D'ailleurs, restons un instant sur la 32T. Certaines Z5600 ont fait l'objet d'opérations de communication spécifiques. À l'occasion des 70 ans de la SNCF, une exposition consacrée à l'art ferroviaire se tenait au Grand Palais. Pour cet événement, la 32T était entièrement pelliculée d'une livrée spéciale. D'autres rames, comme les 39T, 44T, 48T, 50T et 52T, reçoivent quant à elles un habillage intérieur évoquant le château de Versailles, avec des borures et des fresques. Par conséquent, elles sont prioritairement affectées aux dessertes à destination du célèbre monument, plutôt qu'aux autres branches. Bon, de toute façon, on va pas les envoyer sur la VMI. Imaginez une Z5600 partir sur la VMI, l'aller sans retour, ce serait incroyable. Bon, après il y a les gens qui savent pas c'est quoi la VMI, du coup je vais devoir vous expliquer. À la fin des années 70, la vallée de Montmorency était restée à l'écart du réseau RER, alors en pleine expansion, et demeurait sans liaison moderne. La ligne des Grésillons, reliant Hermont à la plaine Saint-Denis, bien que potentiellement utile, offrait un service déplorable. La desserte, irrégulière, présentait des intervalles allant de 30 minutes à 2 heures au cours de la journée. Cette situation découlait d'une politique de stricte économie, se traduisant par un entretien minimal et l'absence d'investissement. Son matériel roulant, composé de rames Talbot tractées par des BB 66000 ou des BB 66400, était lui aussi dépassé.
Dans ces conditions, la ligne attirait peu de voyageurs et restait particulièrement peu fréquentée. Pour remédier à ce problème, plusieurs pistes furent envisagées afin d'améliorer la desserte vers la vallée de Montmorency. 3 propositions furent envisagées. La première portait notamment sur la création d'une liaison reliant Saint-Lazare à Herman-Aubonne via Argenteuil. Coucou la ligne J. L'autre proposition était la mise en place d'une ligne reliant la Défense à Herman-Aubonne via Colombes. La dernière proposition était la réutilisation partielle de lignes délaissées afin de relier Champ-de-Mars à Herman-Aubonne. Cette dernière solution fut finalement retenue en 1977 sous le nom de VMI pour Vallée de Montmorency invalide. Cette option a été choisie car elle était la plus économique des 3. Elle reposait sur la réutilisation des lignes d'Auteuil et des Grésillons, reliées par une courte section baptisée les Épinettes. Malgré les oppositions locales et les difficultés techniques, la VMI fut inaugurée en septembre 88, connectant directement Herman-Aubonne au Champ-de-Mars. Intégrée au RERC, elle se distingue des autres tronçons de la ligne, alimentée en 1500 volts continus, par son fonctionnement en 25 000 volts alternatifs, ce qui rend impossible l'utilisation des Z5600. C'est donc dans ce contexte qu'apparaissent la nouvelle génération de Z2N, les... Les Z8800 ne sont rien d'autre qu'une version bicourant des Z5600. Les 2 séries sortent presque simultanément. La dernière Z5600 quitte l'usine le 4 juin 85 et la première Z8800 le 19 juillet 85. Elle se distingue avant tout par l'ajout d'un transformateur permettant aux Z8800 de circuler sous les 25 000 volts, ce qui réduit le nombre de fenêtres par face. On note aussi une numérotation terminée par la lettre B plutôt que C ou T, et aussi une composition en 4 voitures fixes. Les premières Z8800 entrèrent en service en 85, soit 3 ans avant la mise en service de la VMI. Certaines d'entre elles commencèrent leur carrière sur la ligne D du RER entre Châtelet et Villers-le-Bel, puis rejoignirent le RERC à partir de 1988. En 96, l'ouverture de la ligne U leur offre de nouvelles missions. Certaines rames y seront même affectées. Au début des années 2000, leur champ d'action s'élargit encore, notamment avec la rénovation des VB2N sur le réseau transilien, libérant des créneaux de roulement vers Dreux, Plaisir-Grignon ou Mantes-la-Jolie. Parallèlement, les pannes fréquentes de certaines Z5300 incitent la SNCF à déployer des Z8800 entre Paris-Montparnasse et Rambouillet, élargissant leur présence au réseau Montparnasse. On les aperçoit également, plus ponctuellement, sur le réseau Saint-Lazare pour des dessertes comme Mantes-la-Jolie ou Nanterre Université, et même plus rarement sur le réseau Paris-Est vers Château-Thierry. Jusqu'en 2016, les Z8800 circulaient sur de nombreuses lignes. Le RERC, la ligne U et la ligne N. L'arrivée progressive des régions de Zen a limité leur utilisation au RERC, la ligne U et depuis peu la ligne V. À partir de septembre 2010, un important programme de modernisation est lancé aux ateliers de Nevers pour prolonger la durée de vie des Z2N et aligner leur confort sur des standards plus récents. La première rame rénovée, la 15B, fit son apparition à l'automne 2010. La 07B, livrée en mi-septembre 2013, était la dernière Z5800 à être rénovée avec la livrée Transilien. Quelques mois plus tard, la 45B devint la première à adopter la livrée Carmillion, tandis que la 56B clôturera définitivement le programme de rénovation. Et maintenant, je vais répondre à la question que personne se pose, mais dont vous aurez la réponse. À quoi sert cette lumière bleue quasi toujours allumée? Bon, comme vous l'aurez remarqué, les Z2N disposent de 3 LED près des portes. Une blanche qui clignote pendant la fermeture des portes, une jaune qui s'active lorsque l'alarme est déclenchée et clignote jusqu'à son réarmement, et enfin la LED bleue qui signifie plusieurs choses. Soit un défaut dans le système de chauffage ou dans la ventilation réfrigérée, ou bien un problème lié au anti-enrayeur, c'est le système qui permet que le train ne patine ou n'enraye pas lors de la traction ou du freinage. Bon, après ça, tout le monde le savait donc. Autre anecdote. La 43B était convertie en prototype peu après sa sortie d'usine. En fait, elle fut équipée de moteurs asynchrones, à la différence des autres qui étaient en moteur à courant continu. Elle sera mise en circulation dès avril 1985 afin de tester cette nouvelle technologie. Les progrès constatés incitèrent la SNCF, à la fin des années 80, à renoncer à l'acquisition prévue de 40 Z8800 supplémentaires, initialement destinés à la ligne D, pour se tourner plutôt vers des automotrices dotées de moteurs asynchrones. Donc si actuellement on a des Z2N asynchrones sur la ligne D, c'est à cause de lui. Au même moment, le réseau national des chemins de fer espagnols commanda également des rames à 2 étages à moteur asynchrone. Par conséquent, les futures rames espagnoles partagèrent certaines similitudes techniques avec celles de la SNCF, ce qui explique une certaine proximité entre ces deux matériels. La 43B, quant à elle, retrouva son état initial en juin 88. La dernière Z8800 quitta l'usine le 13 mai 1988. Et le 20 octobre de la même année, la nouvelle génération de Z2N fit son apparition. Les
Les Z20500 marquent un tournant dans la famille des Z2N. Avec leur design angulaire, elles affichent une nette rupture stylistique par rapport aux courbes plus arrondies des Z5600 ou des Z8800. Pourtant, cette modernité s'accompagne de choix intérieurs peu appréciés par certains voyageurs. Les sièges fins, faiblement rembourrés, se révèlent inconfortables sur de longs trajets. Même en première classe, où les carrés à 4 places rappelaient les modèles précédents, les accoudoirs en plastique dur remplacent les anciens modèles plus moelleux, alimentant un sentiment de recul en matière de confort. D'après certaines personnes, ces modifications d'aspect pourraient être liées aux contraintes budgétaires imposées par la nouvelle chaîne de traction, afin de ne pas dépasser le coût d'une Z8500. Il est néanmoins probable que l'adoption généralisée des sièges anti-lacération à la fin des années 80, due au vandalisme, ait également joué un rôle. La vérité se situe probablement entre ces deux hypothèses. Malgré ces critiques, les Z20500 bénéficiaient des dernières avancées techniques de l'époque, notamment d'une chaîne de traction asynchrone et de la possibilité de fonctionnement en UM avec les autres Z2N. Les 42 premières rames livrées entre 88 et 90 sont réparties entre les lignes D et C du RER. Celles arrivées sur la ligne D ont permis de libérer les Z8800, provisoirement assignés sur cette ligne, pour les renvoyer vers le RERC. La production des Z20500 s'est effectuée en 4 séries. La première série, de la 01A à la 42A, ne possédait ni de troisième phare, ni des anneaux d'intercirculation, et conservait la longueur de 24 mètres, commune aux Z5600 et aux Z8800. Dans sa livrée IDF, son intérieur arborait une ambiance rouge. Et il y a aussi une petite excroissance entre les fenêtres. La deuxième série, allant de la 43D à la 63D, était quasiment identique à la première série. La troisième série, allant de la 64D à la 125D, qui m'a marqué d'ailleurs dans mon enfance. Je me rappelle quand j'étais petit, je les appelais les trains mauves, car à l'intérieur passait du rouge au mauve en fait. J'étais vraiment simple, hein. Elle introduisait également les remorques longues, passant de 24 mètres à 26 mètres. Et à partir de la rame 85D, on a pu voir l'intégration des anneaux d'intercirculation, ainsi qu'un troisième feu frontal. Et enfin la quatrième série, allant de la 126D à la 200A, qui est similaire à la troisième série, sortie après la 85D. Bon, là vous allez peut-être me poser la question, pourquoi expliquer toutes les différences entre les séries? Et bien maintenant vous savez faire la distinction entre elles. Regardez, imaginez demain vous prenez les Z20500, vous regardez les fenêtres, et là boum, vous voyez une petite excroissance entre les fenêtres, neuron d'activation. Cette Z20500 est issue de la première série. À quoi cela vous sert-il? Cela dit, la vraie raison, c'est que 1995 va être une année charnière pour les Z2N de la ligne D. Et le fait de vous avoir présenté les séries va vous aider. En 95, le RERD a été prolongé jusqu'à Melun et la Ferté-Alais, ce qui nécessitait d'accroître la capacité des Z20500, jusqu'à là limitée à 4 voitures. Pour y parvenir, la SNCF puisait dans l'ensemble des voitures Z5600 et VB2N disponibles, entraînant l'apparition de multiples variantes. Les Z20500 à 5 voitures, composées de soit 3 remorques longues, soit de 3 remorques courtes, ou même de 2 remorques courtes et une longue. C'est là que le bourbet commence les gars. Dans cette réorganisation, les rames de la première série reçoivent soit une remorque issue des VB2N, ou soit une remorque issue de Z20500 de deuxième série, ou soit une remorque issue de la troisième série. Les rames de la deuxième série, quant à elles, donnent toutes leurs remorques et récupèrent en échange 2 voitures de type Z5600 et une voiture de type VB2N. Cette série sera nommée hybride, vu qu'elles ont 2 motrices de type Z1500, 2 remorques de type Z5600 et une remorque de type VB2N. La troisième série, quant à elle, aura des nouvelles remorques conçues spécialement pour elle. Bon, pendant qu'on parle de remorques, on peut aussi continuer avec la 40A, qui, à titre expérimental, a eu une remorque dotée de flancs en inox. Elle retrouva son état d'origine au début des années 2000, bien que l'on discerne encore quelques rainures sur les flancs et sur le toit. Et pour conclure avec ces remorques, parce que vas-y c'est bon, même moi j'en ai marre. Est-ce que vous saviez qu'il existait une variante des remorques des Z20500, mais étonnamment pour ne pas être utilisé sur des Z2N, mais sur des MS61? Je vous explique. Dans les années 80, le RER A était confronté à une hausse de fréquentation d'environ 9% par an. Et l'arrivée des nouvelles MI84 n'a pas du tout amélioré la situation. C'est dans ces circonstances qu'à la fin des années 80, la RATP songeait à un matériel à 2 étages, rapide et à haute efficacité, afin de réduire le plus possible les temps d'arrêt en gare. 2 prototypes de remorques étaient commandés, l'un prenant la disposition des portes des Z2N, l'autre optant pour 3 portes larges de 2 mètres et d'un aménagement intérieur proche de celui des Z20500. Après des essais permettant d'observer la réaction des usagers et de déterminer laquelle des deux réduirait le mieux le temps d'arrêt en gare, c'est finalement cette seconde configuration qui fut retenue, donnant naissance au MI2N que l'on connaît aujourd'hui. Dans les années 80, la DSB, la Société Nationale des Chemins de Fer danois, envisageait d'acquérir des voitures à 2 niveaux inspirées des modèles français. Pour sonder l'accueil du public, la DSB emprunta 2 rames Z20500 à la SNCF afin de les tester sur le réseau de banlieue de Copenhague. Le choix d'un matériel français se justifiait par le fait que le Danemark et la France utilisaient le même système d'alimentation. Durant novembre et décembre 89, les rames 31D et 35D circulèrent donc pendant 3 semaines dans la capitale danoise. Même si l'opération confirma l'intérêt des trains à 2 niveaux, les voyageurs exprimèrent de vives critiques quant au confort jugé insuffisant. Ils commandèrent à la place des Dosto, répondant un peu mieux à leurs normes de confort.
Au début des années 90, la SNCF mena des essais techniques sur la Côte d'Azur avec la rame 29A, dans la perspective d'affecter 6 rames Z20500 à la liaison Cannes-Vintimille. Les rames Rio-PACA et RIB, peinant à faire face à la fréquentation, obligeaient la région PACA à chercher de nouvelles solutions. À l'été 91, la rame 29A revint à Nice pour assurer des services commerciaux. Les conducteurs soulignèrent alors l'excellente accélération de la rame et la facilité d'embarquement grâce aux portes larges. En revanche, du point de vue des usagers, le manque de confort sur de longues distances et l'absence de climatisation suscitèrent de nombreuses plaintes. Et c'est d'ailleurs pendant le même moment qu'apparurent les premières esquisses de la future Z23500. La région PACA, plutôt de confirmer l'achat des 6 Z20500, opta finalement pour 30 Z23500. Les 6 rames, initialement destinées à la Côte d'Azur, furent finalement affectées au Nord-Pas-de-Calais, sous le nom de Z92050. Celles-ci reçurent des aménagements spécifiques, des sièges individuels avec accoudoirs et têtières, disposés en 2+2 sur toute la rame, et la présence de toilettes dans chaque voiture. À la différence des Z20500, qui ne les proposaient que dans les remorques. Extérieurement, elles conservèrent une livrée proche de la version Île-de-France, le rouge étant simplement remplacé par du jaune. Pendant ce temps, dans le bassin parisien, les Z20500 devinrent peu à peu majoritaires, circulant sur les lignes CDH, JLPR et brièvement la ligne U, avant d'être remplacés sur cette dernière par des Z8800. À partir de janvier 2007, les Z20500 en service sur la ligne D furent progressivement l'objet d'une rénovation. Cette rénovation, effectuée sur une tranche de 137 rames, s'accompagna d'une refonte intérieure, similaire à celle des Z8800, et l'application d'une nouvelle livrée extérieure Transilien. Et toujours pas de climatisation, même si certaines furent équipées d'une nouvelle borne d'appel d'urgence. Bien que cette technologie a disparu avec le temps, les anciennes rames ayant été équipées de ce système conservent encore des traces. Ces traces ne sont pas visibles à l'intérieur de la rame, mais à l'extérieur, par la présence de petits boîtiers blancs ovales situés juste à côté des portes. Oui, j'ai fait cette partie juste pour répondre à votre question. La première rame rénovée, la 88D, fut mise en circulation le 29 janvier 2007. Les dernières, la 80D et la 96D, entrèrent en service le 12 novembre 2016. En septembre 2012, ce fut au tour de la rame 173A de la ligne C d'être rénovée. Elle inaugura alors la livrée millions sur les Z20500. La même année, la ligne H se sépara de ces dernières Z2N, remplacées par des NAT. En 2013, l'axe Paris-Est-Colomiers, ainsi que l'ensemble du réseau Paris-Saint-Lazare, renoncèrent également aux Z20500 au profit des Z50000. Malgré tout, le RERD était encore en manque d'effectifs. Face à ce déficit de matériel, la SNCF racheta en 2015, pour 16,5 millions d'euros, les 6 Z92050 afin de les rediriger vers la ligne P. Cette solution permit de libérer les quelques Z2N à 5 voitures de la ligne P qui furent à leur tour transférés sur la ligne D. Les Z92050 furent alors reclassés en Z20500 le 28 avril 2015 et renumérotés de 195 à 200A. L'année suivante, Valérie Pécresse sortit son grand jeu en annonçant un plan de rénovation spectaculaire. Au menu, entre 2019 et 2021, la modernisation de 133 rames des lignes D et P pour la modique somme de 137 millions d'euros. L'objectif, offrir un peu plus de confort aux voyageurs, histoire de les faire patienter jusqu'à l'arrivée du RERNG, prévu à l'époque pour 2021. Résultat, un intérieur plus lumineux, des sièges au design inspiré du concept non utilisé de la livrée Car Millions, l'ajout de ports USB et des nouveaux écrans d'information qui fonctionnent quand elles veulent. Et pour les Z2N oubliées de ce plan, elles aussi elles ont eu le droit à une petite cure de jouvence, nommée Wow Light. Mais soyons honnêtes, elle a de wow que le nom. Je préfère les appeler EcoPlus parce que là, on frôle vraiment l'art de la rénovation minimaliste. Vous voulez un résumé? Eh bien c'est simple, ils ont repeint l'extérieur. Après je crois qu'on peut s'arrêter là, hein. Ils ont même pas changé les sièges. Bref, une mise à jour bien low cost qui aurait presque mérité une vidéo en mode avant-après pour qu'on s'émerveille du changement. Savez-vous qu'il a existé une Z20500 équipée d'une chaîne de traction Onyx? C'était la rame 194A, surnommée Adonix, pour automotrice à 2 niveaux à chaîne Onyx. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'origine, plusieurs régions françaises cherchaient des Z2N capables d'offrir à la fois une grande capacité d'import et un meilleur confort pour des liaisons TER. Ces exigences menèrent au développement des Z23500. Leur concept reposait initialement sur une chaîne de traction asynchrone à composants GTO similaire à celle utilisée sur les Z20500, jusqu'à ce que Alstom, en décembre 1995, propose une évolution reposant sur la technologie IGBT. Comparé au GTO, l'IGBT offre une meilleure efficacité énergétique tout en étant plus performant. Cette technologie était déjà utilisée sur des tramways, mais pas encore sur des trains. Pour éviter de faire des Z23500 un programme entièrement expérimental, la rame 194A fut choisie comme banc d'essai. Entre l'automne 96 et l'hiver 97, elle fonctionna avec succès sous cette nouvelle chaîne de traction. Dès 98, les premières Z23500 sortirent d'usine équipées de la chaîne de traction Onyx. Parallèlement, un opérateur portugais commanda 30 rames pour la banlieue de Lisbonne. Ces rames reprenaient le design des remorques des Z20500 ainsi que la chaîne de traction Onyx.
De son côté, la SNCF, souhaitant remplacer les dernières Z5300 encore actives sur la ligne C, ainsi que quelques Z6100 sur la ligne H, commanda une version améliorée des Z20500 et bien sûr équipée de la nouvelle chaîne de traction Onyx, les Z20900 se distinguent des Z20500 par leur aménagement intérieur, proposant une disposition de siège en 2+2 avec un coudoir et un confort amélioré. Elles furent également les premières et les dernières Z2N à bénéficier de la ventilation réfrigérée. Extérieurement, elles ressemblent beaucoup aux Z20500 de la 4ème série, à quelques détails près. Une intercirculation entre les deux remorques qui permettait la mise en place du SNU qui condamnait les portes des motrices pour concentrer les voyageurs dans les voitures centrales et atténuer le sentiment d'insécurité en heure creuse. Même si cette fonctionnalité n'est plus utilisée aujourd'hui. La livrée restait globalement similaire à celle des Z20500, avec un logo transilien plus grand sur les Z20900, à des différences presque imperceptibles en version Carmillion, où il fallait littéralement plisser les yeux pour les distinguer. Ah, et à partir de la rame 215, les fenêtres furent modifiées. Pourquoi ? La livraison des Z20900 s'est faite en 3 vagues. La première vague, de la 201 à la 232A, inclut 12 rames affectées à la ligne H, le reste étant pour le RERC. La seconde vague, seulement pour la ligne C, commence de la 233 à la 244A. De la 241 à la 244A, se voit revêtir la nouvelle livrée Transilien dès l'origine. Et restons quelques instants sur la rame 244A, car c'était la rame exposée sur les Champs-Élysées lors de Le Train Capital, aux côtés de matériel emblématique comme la BB 9004 ou une Picasso. La troisième vague devait à l'origine accompagner l'ouverture d'une petite antenne sur le RERB, entre Duny et Le Bourget, spécialement prévue pour l'exposition universelle de 2004. Mais l'annulation de l'événement a changé la donne. Ce projet de liaison entre Duny et Le Bourget finira par voir le jour bien plus tard, sous une autre forme, celle du T11 Express. Les 10 rames Z20900 seront utilisées sur le RERC. De 2011 à 2012, avec l'arrivée des NAT, l'ensemble des matériels à 2 niveaux, circulant sur la ligne H, est progressivement redirigé vers d'autres lignes. Depuis cette date, les Z20900 circulent exclusivement sur le RERC et récemment la ligne V. En 2018, la rame 203A devient la première Z20900 à être rénovée, adoptant la livrée Carmillion accompagnée d'un toit blanc. Peu de temps après, la rame 202A suit le même chemin, mais avec une différence notable, son toit reste gris. Pourtant, cette rénovation n'est qu'un passage provisoire. Tout le monde sait déjà que tôt ou tard, les Z20900 devront passer en livrée IDFM. La livrée Carmillion apporte aussi une amélioration technique. L'installation de LED remplaçant les anciens phares à incandescence pour répondre aux nouvelles normes de visibilité. Cette technologie sera progressivement déployés sur les autres Z2N, en commençant par les Z20500, puis les Z8800 et enfin les Z5600. Par la suite, la livrée IDFM viendra moderniser davantage de rames, intégrant les mêmes nouveautés que sur les Z20500, mais dans un intérieur conservant une ambiance horizon. Certains exemplaires testeront même un dispositif lumineux sur les portes, me rappelant beaucoup les MVG type C2 en y repensant. Ce dispositif sera retiré des rames en octobre 2023. D'autres rames se verront même dotées d'écrans d'information embarqués proches de ceux présents sur les notes. La dernière rame rénovée, la 254A, est livrée en juillet 2023 avec un intérieur IDFM. C'est la seule dans ce cas, marquant ainsi la fin de ce programme de modernisation. Après plus de 40 ans de service, les Z5600 et les Z8800 s'apprêtent à tirer leur révérence. Leur départ marqueront la fin d'une époque dans le paysage ferroviaire francilien. Sur le RERC, les Z20500 et IDFM, libérés par l'arrivée des RERNG sur la ligne D, viendront remplacer les Z2N de première génération. Quant aux Z5600 de la ligne R, elles céderont leur place au Régio 2N. Et enfin sur la ligne U, les Z8800 quitteront les rails, laissant champ libre aux Z20500 qui céderont ensuite leur place au NAT. À l'horizon 2028, les premiers croquis d'une nouvelle génération de rames à 2 niveaux, les Z2NNG, devraient voir le jour. Ces automotrices remplaceront progressivement les Z2N avec une extinction complète à l'horizon 2040, lorsque les dernières Z20900 quitteront définitivement le service. Eh bien, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si j'ai fait des fautes. Lien de mon serveur Discord en description. C'était Pixor. Pix.